Pour des raisons économiques, recherche de denrées précieuses telles que l'or, les épices, l'ivoire ou la soie. Pour des raisons religieuses, rechercher le fameux royaume du prêtre Jean. Il suffit de voir les carnets de Christophe Colomb pour voir sa recherche d'un paradis humain perdu. Mais aussi pour des raisons de curiosité intellectuelle, les monarques portugais et espagnols financent des expéditions maritimes pour pouvoir accéder aux royaumes chinois et indiens. Les voies traditionnelles de l'Asie sont bloquées par la progression ottomane. Il s'agit donc pour les souverains occidentaux de contourner cet obstacle pour atteindre les merveilles de l'Orient. Orient peu connu, puisque depuis Marco Polo, les liens se sont distendus. Les rois portugais choisissent de contourner l'Afrique par le sud, font des progrès colossaux dans cette direction, bloquant ainsi les tentatives espagnoles. Ceux-ci vont donc prêter oreille au projet de Christophe Colomb qui propose de contourner le problème en se dirigeant plein ouest et de profiter de la rotondité de la Terre pour accéder au royaume indien ou chinois. S'appuyant sur des bateaux puissants, les fameuses caravelles, et de nouveaux outils de navigation, astrolabes, boussoles, cartes de plus en plus précises que l'on appelle des portulans. De leur côté, les Portugais dépassent le cap de Bonne-Espérance en 1487. En empruntant ce passage, Vasco de Gama parvient en Inde en 1498. Cabral, déporté par des courants, découvre le Brésil en 1500. Le français Cartier emprunte des voies plus septentrionales et découvre le Canada en 1534. En 1494, par le traité de Tordesillas, les Espagnols et les Portugais se partagent les terres découvertes ou restant à découvrir. Les Portugais établissent des comptoirs en Afrique, en Inde et en Chine. Ils commercent avec le Japon et s'installent massivement au Brésil. Les Espagnols détruisent les royaumes aztèques, incas et mayas et constituent un vaste empire colonial. Le choc microbien décime les Amérindiens. De 80 millions en 1492, leur nombre tombe à moins de 10 millions en 1600. Pour remédier au manque de main-d'œuvre, les colons mettent en place la traite des Noirs qui déstabilise les sociétés africaines. Les sociétés coloniales deviennent des sociétés culturellement métissées sous la domination économique et sociale des Blancs. Ces derniers imposent le christianisme grâce aux missionnaires. Le champ des connaissances s'élargit de façon considérable. Entre 1519 et 1522, Fernand de Magellan réalise le premier tour du monde en contournant l'Amérique du Sud, prouvant ainsi la rotondité de la Terre. L'ensemble des littoraux sont explorés, cartographiés et exploités. La découverte de civilisations inconnues provoque effroi et répulsion, mais aussi admiration. C'est ce double sentiment qui caractérise les notes des navigateurs. Au-delà des sentiments ambigus et contradictoires, c'est surtout la curiosité qui domine devant la multitude des coutumes, costumes, mais aussi la variété de la faune et de la flore, dont la richesse et la variété surprend de façon constante les explorateurs. La mise en exploitation des terres par les esclaves permet la diffusion plus large de produits nouveaux en Europe, comme le thé, le café, mais surtout le sucre, qui va changer considérablement les habitudes alimentaires d'abord des élites, puis va connaître une diffusion régulière dans la population pour se généraliser au XIXe et XXe siècle. De nouvelles plantes sont introduites en Europe, le tabac, le cacao, la tomate, le maïs, mais surtout la pomme de terre qui sauvera de la famine l'Europe à de nombreuses reprises. L'ensemble de ces nouveaux aliments change les goûts et la cuisine du vieux monde. Au-delà de la flore, la faune intrigue les Européens, les voyages des naturalistes visent à étudier et collectionner des plantes et des animaux du Nouveau Monde. Les élites constituent alors des studiolos, c'est-à-dire des cabinets de curiosité, dans lesquels ils vont amonceler d'abord de façon anarchique, puis de façon beaucoup plus organisée, de véritables collections d'animaux empaillés, de costumes. On peut dire que là naît la botanique moderne, la zoologie, mais également l'ethnographie.
Tous ces éléments stimulent une forme d'encyclopédisme, d'intellectuels, d'humanistes qui s'interrogent sur la diversité des hommes et la diversité des créations artistiques et la diversité des croyances humaines. L'homme européen n'est plus seul, il n'est qu'une partie d'un vaste monde qu'il reste à explorer, classer, quantifier, mais aussi juger.